Salut à tous, bienvenue donc sur l'Entrepreneur Lifestyle. Thierry, hashtag Henry, épisode 154. Aujourd'hui, donc j'ai un invité qui était déjà là donc il y a un an et demi, épisode 62, donc qui revient pour nous parler en fin de compte de son livre qui vient de sortir. Et donc il va nous parler donc de frugalisme, de minimalisme, de comment avoir un salaire sans travailler, enfin presque comme il dit. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Comment créer vite en ligne simplement. Grâce à Shopify, plus d'1 million d'e-commerçants dans le monde gèrent leur entreprise en ligne. Ils ont tous fait confiance à Shopify pour créer leur boutique. Shopify propose des thèmes gratuits et complets pour lancer ta boutique rapidement. Shopify s'occupe de tout, du marketing à des paiements, aux transactions sécurisées et à l'expédition. Tu vas aussi obtenir des conseils étape par étape pour t'aider à lancer et à développer ton entreprise en toute sécurité. Essaye pendant 14 jours sans risque avec le lien suivant thierry-du6henry.fr/shopify thierry-du6henry.fr/shopify SHOPIFY. De retour après avoir remercié le sponsor, donc j'ai aujourd'hui donc Jérémy Brigaud que j'avais eu donc sur l'épisode 62 il y a un an et demi, donc il disait qu'il voulait écrire un livre, il l'a fait. Il a écrit donc chez Robert Laffont, livre qui sort le 10 juin, donc je te dis tout de suite, on perd pas de temps, donc je te redonne le titre. Donc un salaire sans rien faire, 3 petits points ou presque. Donc il t'explique tout dedans, on va parler donc pendant un peu moins d'une heure, toujours plein de bonnes informations, de super tips, je reste bien jusqu'à la fin, ouais, et il nomme un tip sur l'investissement immobilier et sur les 4 piliers qu'il faut automatiquement donc maîtriser pour réussir à avoir des revenus semi-passifs comme on a dit en off et te permettre donc de vivre plus librement. Donc à tout de suite avec Jérémy Brigaud. Mais comment tu vas ? Salut Thierry, ça va très bien et toi ? Oui, très bien, ça fait près de 100 épisodes qu'on s'est pas vu parce que enfin on s'est vu il y a 2 semaines pour une interview, mais que t'étais pas venu sur l'émission parce que tu étais là pour l'épisode 62, donc je mettrai un lien pour ceux qui n'ont pas suivi la première interview. Avec plaisir. Qui était très intéressante, j'ai eu plein de retours. Et ben là, en fin de compte, je t'ai réinvité pour la sortie de ton livre. Donc, félicitations. Ça ne s'arrête plus. Donc, un salaire sans rien faire ou presque. Donc, tu vas tout nous dire sur le livre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te représenter. Puis, on va partir donc sur ton livre et le contenu du livre. Ok. Eh bien, wow. Je m'appelle Jérémy. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme, dans laquelle on essaye de donner des conseils, des tips pour aider les gens à, à vivre mieux en consommant moins d'une certaine façon. Mais c'est surtout une chaîne aussi dans laquelle je donne des conseils, des idées d'investissement. Pas des conseils, je suis pas conseiller financier, mais essayer de leur faire comprendre que en essayant de faire travailler leur argent à leur place, toutes ces personnes pourraient essayer de se libérer du temps et voilà, essayer de profiter du temps qui passe plutôt que d'être contraint, d'être forcé de l'échanger pour de l'argent. Et donc le frugalisme, ça a une place particulière là-dedans, puisque c'est l'art de profiter du temps qui passe, bien sûr, d'en faire plus avec chaque euro qu'on a dans notre porte-monnaie, plutôt que d'acheter, de se définir à l'aune de nos possessions. L'idée principale du frugalisme, c'est de vivre une vie d'expérience, plutôt que d'accumuler et d'être comme ça dans une optique matérialiste. Et donc, mais comment tu fais donc par rapport à ce que tu dis, parce que le titre c'est bien un salaire sans rien faire ou presque, et tu précises celui ne va pas vous rendre devenir millionnaire, parce que souvent les gens de web sont automatiquement des millionnaires, mais tu peux avoir un chiffre d'affaires par exemple d'une société en ligne de 200 000, et si tu es frugaliste et minimaliste, tu peux logiquement bien vivre. Mieux que beaucoup de personnes en tout cas. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, au travers de ma chaîne, j'ai commencé à parler de tout ça et puis à aider des gens, à les coacher, à essayer de les aider à améliorer leur quotidien. Aussi en passant par une grosse phase d'investissement qui peut passer par de l'immobilier, de la bourse ou de l'entrepreneuriat. Et puis un beau jour, j'ai été contacté par un éditeur qui m'a dit que mon approche les intéressait dans la mesure où elle était réaliste et abordable, et c'était pas quelque chose de bling bling. Et c'est vrai que j'essaye de faire des choses qui sont vraiment palpables, quoi, ou dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. C'est pas forcément facile de se reconnaître dans un YouTuber que tu vois qui roule en Lamborghini ou dans des trucs
qui font tout le temps rêver. Encore que j'ai rien contre la Lamborghini ou les hôtels de rêve, mais c'était vraiment essayer de proposer quelque chose qui soit réaliste. Et donc maintenant, pour répondre à ta question, un salaire sans rien faire, l'idée c'est effectivement non pas de promettre aux gens de devenir millionnaires forcément comme ça, encore que s'ils y arrivent, tant mieux pour eux, mais c'est l'idée d'essayer de leur donner un maximum de clés pour qu'ils ne soient plus jamais dépendants de leur salaire. Parce qu'être dépendant uniquement comme source de revenus de ton job, finalement, c'est te mettre dans une situation de fragilité parce que c'est comme si une entreprise n'avait qu'un seul client. Le jour où le jour où le client se barre, même si c'est un gros client, bah, l'entreprise, merci, au revoir, elle peut mettre la clé sous la porte. Bah, surtout, on l'a vu dernièrement avec la crise. Certains ont la chance d'être dans des grands groupes. Ils ont Ouais, eu un salaire diminué ou, enfin, ils ont eu un changement, mais on leur dit, bon, bah, restez à la maison et taisez-vous. Et d'autres se sont rêvés, se sont dit, voilà, non, je peux pas, parce qu'en plus, on a compris aussi, certains, je pense qu'il y aura d'autres crises. C'est pas, ce type de crise n'est qu'un début, même si on a trouvé des vaccins, mais je pense que c'est des nouveaux types de crises qui vont arriver. Et puis, des crises, il y en a tous les 10 ans, malheureusement, parce que c'est la vie, quoi. Voilà. Et en plus, on peut aussi avoir des crises personnelles, de vie, de choses qui sont graves et qui peuvent te rendre faible. Et c'est vrai que si tu as des revenus, tu n'as pas à soucier de tout ça, bah c'est un plus. et c'est complètement vrai ce que tu es en train de dire. Euh, il y a plein de gens qui m'ont contacté parce qu'ils ont eu un déclic et ils se sont rendus compte que ça craint, mais ça craint grave. Et si tu veux, moi, ça, je le sais depuis très longtemps parce que pendant presque 20 ans, j'ai été intermittent du spectacle. Et donc, par nature, j'étais fragile. Et donc, si tu veux, moi, ça m'est arrivé un jour, il y a, j'en sais rien, plus d'une dizaine d'années, je me suis réveillé et j'étais comme pris d'un vertige, quoi. Je me suis dit, mais putain, en fait, si je peux pas bosser, je suis foutu, je suis à poil. Je vais être juste dépendant du sucre qu'on voudra bien me donner comme aide comme aide de Pôle emploi, comme ACDIC, tu vois. Et Mhm. ça, je me suis dit, mais merde, est-ce qu'à 50 ans, j'aurai encore la gouache, la patate pour réussir à faire ça? Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut absolument que je trouve des moyens. Et c'est comme ça que j'ai cherché. Il y a plein de gens qui ont eu ce déclic-là aussi au moment de la crise sanitaire, au moment du confinement. Mais quand on réfléchit 2 minutes, c'est vrai que c'est pas viable. Regarde, c'est il y a pas si longtemps et on a tous connu ça. France Télécom. France Télécom, c'est des ingénieurs qui ont 30 ans de boîte. Des mecs qui ont donné leur vie pour cette boîte. Du jour au lendemain, on va les coller dans un centre d'appel, on leur dit d'aller faire du phoning. Ils arrivent dans des bureaux, il faut virer les gens. Hein, je parle du passage France Télécom vers Orange. D'accord? Il faut que les gens Mhm. dégagent le plus possible et qu'on leur verse pas d'indemnité. Hein, d'accord? Je rappelle le patron ce qu'il avait dit. Hein, il faut les faire, c'est 22 600 suppressions de postes par, je sais plus l'expression exactement comme il avait dit, enfin bref, par la force ou par la fenêtre, je sais plus, enfin c'était vraiment une expression malheureuse qu'il avait dit, quoi. Et jusqu'au moment où il y a eu toute cette vague de suicides et où il avait dit il faut arrêter cette mode du suicide. Ça avait fait scandale à l'époque, d'ailleurs, il a été condamné. Euh, pour harcèlement. Ils ont été plusieurs à être condamnés pour avoir harcelé des salariés. Ça, c'est une réalité qui est palpable, parce que derrière ça, il y a eu des familles brisées. Euh, il y a eu des suicides. On parle de à peu près 19 suicides, c'est un truc de ouf. Et ça, ce truc-là, non. Si tu veux pas le vivre, si tu veux te mettre en sécurité par rapport à ça, si tu veux pas être dépendant d'un job, d'un patron à un moment donné qui peut te faire danser sur une jambe, eh ben, il n'y a pas 36 manières. Faut réduire tes dépenses, faut vivre en dessous de tes moyens. Et puis, ben, tes moyens, justement, tes sources de revenus, il faut les multiplier, les augmenter pour réussir à compenser ton besoin d'argent. Et c'est ça dont je parle dans mon livre. Et Ouais, c'est plutôt une question de marge, on va dire. Enfin, là, je fais un cliché, pas un cliché, je fais un résumé, parce que souvent, voilà, en le disant off, souvent les gens ils gagnent 3 000 euros, ils dépensent 3 000 ou 3 500, ce qui n'est pas logique. Dans ces cas-là, t'es comme ils disent les Américains, tu es sur un tapis roulant. Donc tu vas continuer le jour où, comme tu dis, hein, c'est l'exemple que tu dis, hein, on te dit, ben non, on arrête le boulot, ben voilà, le tapis il roule et il roule plus et tu peux plus rien faire. Donc il faut automatiquement que pendant ce temps-là, parce que c'est que tu dis pas que enfin, tu dis un peu que le salariat c'est pas terrible, même si ça dépend des boîtes, hein, il y en a qui sont très bien. Et même toi, en tant que t'étais technicien, t'étais quand même, si je me trompe pas bien, très bien payé, mais il faut utiliser cette situation pour pouvoir rebondir sur autre chose.
Parce que Bah, certains ne sont pas des grands entrepreneurs et donc ne deviendront pas millionnaires, comme on le dit, grâce au web ou autre. Mais on gagne tous de l'argent. Donc, d'une façon ou d'une autre, donc il faut juste savoir donc, minimiser le maximum, prendre la marge et utiliser la marge, entre parenthèses. c'est exactement ça, tu as complètement résumé les choses. Ce qui est important, c'est, comment dire, c'est pas tant que ça d'être entrepreneur ou salarié. Moi, j'ai rien contre le travail. Tu sais, il y a, on lit parfois que l'origine du mot travail, c'était le tripalium en latin, qui signifie un instrument de torture sur lequel on accrochait les esclaves et les animaux. Mais en fait, ce truc-là, c'est une légende. L'étymologie du mot travail, elle est beaucoup plus floue et bien plus compliquée que ça. J'ai absolument rien contre le travail ni contre la valeur travail. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur quotidien de salariés et Tout à fait. et qui sont dans une situation fragile. Quand bien même ils s'éclatent dans leur job, encore une fois, dépendre uniquement de son job comme source de revenus, bah, ça craint, c'est chaud. C'est juste, Surtout par rapport à ce que tu dis, c'est que moi, ça me fait penser à ça pendant que tu dis ça, parce que les gens ont l'impression quand on est dans des émissions comme la mienne ou ta chaîne, qu'on est anti-travail, mais on a tous travaillé, enfin la plupart. ah oui, C'est rare de passer de l'école à l'entrepreneuriat. Ceux qui le font en général sont très bons. Mais surtout, c'est que quand on est en fin de compte salarié, on a en fin de compte un avantage, mais on ne le sait pas, surtout en France, parce qu'en France, le CDI, on ouvre toutes les portes. Donc c'est souvent un avantage, mais les gens ne le prennent pas comme ça. Ils n'utilisent pas en fin de compte cette situation-là. Et ce qui est dingue, c'est que souvent tu fais des études et 70 à 80% des gens ils font des études, ils font pas ils ont pas le travail qui va avec les études. Donc déjà dès le départ il y a un problème. On te promet que tu vas travailler, tu vas avoir un bac plus 5 ou un bac plus 3, tu vas à ce boulot-là et souvent tu rentres dans une boîte, tu fais pas le boulot que tu voulais faire. Et des fois tu galères pendant 5-10 ans, t'as même pas encore la promotion. Donc à un moment tu dis ouais, il y a ceux qui ont un peu de courage avec prétention, hein, soit ceux qui ont un peu enfin ils vont dire ah non, je veux pas accepter cette situation, je vais faire ce que je veux faire. Et je pense que c'est un peu donc ce que tu dis, hein. Et d'autres vont attendre 40 ans et en fin de compte, ben non, voilà, 40 ans, comme tu dis, après t'as plus d'énergie, t'as plus envie, t'es fini, quoi. T'es rentré dans le moule et t'es foutu. mais oui, complètement. C'est carrément ça. Et- Le temps, il passe qu'une fois. Chaque seconde qui passe, chaque seconde où tu es en train de galérer, de faire un truc que t'aimes pas, pour des gens que t'aimes pas, qui te prennent la tête, où tu te lèves le matin, t'as la boule au ventre. Je parle de choses que je connais, je parle de choses que j'ai vécues, que j'ai vu des gens qui l'ont connu. C'est ça qui est important. Euh, voilà. Et tous les mois, tu continues. Et tu continues à serrer les dents. Et tu vas quand même parce que tu penses à ton chèque. Parce que tu penses uniquement à ton chèque, tu vois. Ou C'est souvent, je vais revenir là, je vais faire ma promotion, j'ai fait une vidéo dernièrement, où souvent les gens, là, vont te faire l'excuse. S'ils parlent avec toi, si tu viens les coacher, ils vont dire, ah non, mais je peux pas, maintenant c'est trop tard, j'ai des enfants. Et moi, dans la vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours, il y a une semaine plutôt, je dis non, au contraire, les enfants doivent être pas une excuse, mais au contraire, comment dirais-je, un pourquoi, dire voilà, parce que j'ai des enfants, je veux me libérer du temps pour eux, je veux les voir grandir et je veux trouver une solution autre que le salariat. Salariat, c'est bien parce que c'est un système qui a fonctionné, les gens gagnent de l'argent, ils arrivent pas à payer leurs choses, mais c'est pas ça qui va nous faire nous rendre libres, parce qu'on cherche tous la liberté, hein, logiquement. Et souvent, les gens confondent le côté salarié. Non, je suis en CDI, je suis magnifique, la vie est belle, rien ne peut m'arriver, ce qui est faux. Mais bon, on a fait le topo, donc là, on va arrêter, parce que je pense que les gens ont compris. On n'a ouais, rien contre le salariat, je mais on a pense. compris qu'il faut faire. Voilà. Donc, comment on fait maintenant pour, je vais te poser comme toujours, tu me connais, 30 questions, Mm. pour gagner plus d'argent, maîtriser son temps et trouver une solution. Parce qu'après, je pense qu'il y a plusieurs solutions, donc on va en parler. Et comment on trouve sa solution par rapport à sa situation et par rapport à son potentiel. Parce qu'après, c'est aussi une question de potentialité et d'âge. Si on a 20 ans, on a plus de temps que la personne qui a 40 ans, je pense. Mais bon, après, bon, voilà, il y a plein de questions. Je te laisse te débrouiller. Ouais, ce qu'il faut bien comprendre d'abord, et ce serait pas honnête de dire le contraire, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette où on te dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis tu vas voir. Non, il y a que du sur-mesure. Il y a que du sur-mesure parce que ta situation, c'est pas la même que la mienne, parce que ton aversion au risque, c'est pas la même que la mienne. Peut-être que toi, tu vas être capable psychologiquement d'aller sur des choses qui vont être beaucoup plus risquées, avec peut-être la perspective de gain qui va avec, que moi.
Et ça, je le vois dans mes coachings et dans le programme d'accompagnement. J'ai des gens qui sont à la fois très jeunes, j'ai des gens qui ont 23 ans, tu vois, qui ont envie de faire plein de trucs, et parfois il faut leur dire, bah, essaye de faire des choses en faisant un petit peu plus, en étant un peu plus posé. Et puis j'ai d'autres profils où il s'agit de mères de famille, tu vois, qui ont déjà pas mal de responsabilités avec des enfants et tout et tout. Et Mais, qui, mais qu'est-ce qu'il y aurait comme truc général? Excuse-moi de te couper. Parce que là, tu me j'y dis. viens. Ah, voilà, excuse-moi. J'y viens. Eh bien, en fait, l'idée, évidemment, c'est de faire travailler leur argent à leur place, et ça va passer par 4 piliers. 4 piliers sur lesquels il va falloir travailler simultanément. Le premier, bien entendu, c'est le frugalisme. J'en ai suffisamment parlé. L'art de réduire tes dépenses sans te priver, encore une fois, c'est les radins qui se privent. Nous, on profite du temps qui passe. Le deuxième, eh bien évidemment, ça va passer par l'effet de levier. Donc, forcément, probablement de l'immobilier, parce qu'à ma connaissance, l'immobilier, c'est une des seules manières d'investir qui permet d'acheter justement avec l'argent des autres et de maximiser comme ça l'effet de levier. T'achètes avec l'argent de la banque, d'accord. Encore faut-il avoir une expertise et acheter à moindre prix pour que tout ça se soit rentable et que ton bien il arrive à se financer grâce au loyer que tu vas percevoir. Donc là, on aborde un vaste domaine qui est celui de l'immobilier. Les intérêts composés, c'est le troisième pilier, d'accord, qu'on peut activer de plein de manières, notamment par de la bourse, d'accord, notamment par de l'investissement dans de la bourse, et bien entendu réussir à diversifier intelligemment, c'est le quatrième pilier, tes investissements. Ça, c'est les 4 points vraiment sur lesquels il faut travailler simultanément. Et donc, pour réussir à mettre ça en action, oui, effectivement, on va travailler sur de l'investissement immobilier, de l'investissement en bourse, et peut-être aussi commencer à travailler sur des business alternatifs, des revenus alternatifs. Et là, forcément, oui, je pense que ça va beaucoup te parler, puisque on est sur une chaîne qui s'adresse tout particulièrement à des entrepreneurs. Tout à fait. Bon, on va rentrer un peu dans les 4 piliers. Donc, on va commencer par le frugalisme. Qu'est-ce que tu conseilles à une personne là qui écoute, qui a eu une année difficile, comme beaucoup, et qui se dit, bon, il faut que je m'y mette. Dans 5 ans, j'ai un projet, enfin, qui arrive déjà à faire un projet. Ouais. Comment tu la conseillerais? Eh ben, je lui conseillerais de pas nécessairement passer. D'arrêter de manger. Non, au contraire, peut-être de manger mieux, mais Tout à fait. pas forcément de commencer à se prendre la tête sur des trucs de bout de chandelle, mais de commencer à essayer de se questionner sur les 3 principaux postes de dépenses des ménages et de tout le monde d'ailleurs. C'est-à-dire le logement, bien entendu. Se loger, ça coûte cher. Le transport, ça coûte très cher. Tu me disais tout à l'heure que, je sais plus si c'était en off, que tu me disais que t'as plus de bagnole. Bon, voilà, ça c'est la manière. Plus de 2 ans, je crois, ou 3 ans. Oui. Surtout quand j'avais pas besoin. Si j'en avais besoin, même s'il m'arrive des fois d'utiliser la voiture du couple, mais je peux rester 6 jours, même 10 jours sans toucher de voiture, parce que je fais tout à pied ou à vélo. Pas besoin. Voilà. Donc, En deuxième transport, parce que je suis pas loin de Paris, donc voilà. évidemment. Donc deuxième source de dépenses principale, le transport. Et le troisième, l'alimentation. Donc commencer par se focaliser sur ces 3 principaux postes de dépenses. Là, ouais, il y a des gros trucs à faire. Je vais te donner un exemple. Par exemple, j'avais un pote qui changeait de boulot et qui allait prendre un nouveau job qui était à 80 km de là où il habitait. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il était propriétaire de sa maison, d'ailleurs il l'est toujours. Et ce qu'il a fait, tout simplement, c'est que plutôt que de passer sa vie sur la route, sa maison qui lui rapportait pas d'argent, qui lui rapportait pas de valeur, qui était un passif, hein, il l'a mise en location, donc il l'a transformée en actif. Il a été se rapprocher de son lieu de travail, donc il a été louer quelque chose qui lui coûtait vachement moins cher que même le crédit qu'il avait, tu vois, et en plus il était bien, il était dans un cadre un peu plus au vert, et en plus, il a passé beaucoup moins de temps sur le transport. Donc il a réussi en un seul coup à économiser sur le logement, à économiser sur le transport et à gagner en qualité de vie, parce qu'il passe moins de temps sur la route, quoi. Voilà, le genre de choses, c'est un peu radical et du coup, il a carrément déménagé. Mais commencer simplement à se poser ces questions-là sur ces 3 principaux postes de dépenses, même sur l'alimentation, oui, c'est des façons efficaces d'arriver à faire des économies sans nécessairement aller grappiller sur la qualité de vie, quoi. C'est ça que je veux dire, sans se priver. Voilà, c'est les radins qui se privent.
Donc c'est vraiment très intelligent, parce que c'est vrai que souvent les gens, moi je discute souvent, les gens on trouve ça bizarre d'aller louer un appartement. Je trouve que c'est stupide, et que là dans la situation que tu as dit, bah ça me paraît super intelligent. Mais bon, Ouais. après les gens, voilà. Donc pour les leviers IMO, enfin l'effet de levier, parce que l'effet de levier, quand tu as dit ça, moi j'ai pensé directement à un autre effet de levier, même si tu l'as dit après dans le quatrième, je crois. Non, C'est je parle pas d'investir avec de l'effet de levier. Ouais, justement. Non, non, parce que quand t'as passé effet de levier, j'ai pas pensé automatiquement, j'ai pensé effet de levier en général. Et donc, c'est vrai qu'effet de levier, c'est aussi donc d'utiliser le temps des autres. Mais bon, parenthèse. C'est Ouais, après si tu en c'est parles ça, après. oui, oui. Bah, effet de levier, parce que justement, ça c'est magique avec l'IMO, hein. Les gens qui nous écoutent sont, je pense, assez sensibles à ça, c'est de savoir que bah, tu vas acheter grâce à un emprunt bancaire. Bon, voilà. Et aujourd'hui, même dans le contexte actuel, on a encore la chance de pouvoir faire des emprunts bancaires longs. Et donc, bah, pour peu que tu investisses correctement ton argent et que tu achètes en dessous du prix normal du marché, donc là aussi, ça demande une certaine expertise dans le domaine de l'immobilier, eh bien, oui, tu vas pouvoir acquérir de l'immobilier avec l'argent de la banque et rembourser tout ça grâce au loyer. Tu vas rembourser les traites de remboursement donc à la banque, plus les frais de copro, plus la fiscalité, plus, etc., plus toutes les charges qui peuvent être inhérentes. Et si à la fin de ça, tu es en flux de trésorerie positif, on dit en anglais en cash flow positif, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que tu gagnes un petit peu d'argent et tu pourrais envisager de reproduire l'opération. Il y a des manières de faire ça qui sont très très efficaces. Pensons par exemple au parking. Euh, j'ai fait pas mal de parking, tu vois. Euh, ce qui est génial, c'est que tu vas diviser, tu vas splitter le risque par le nombre de locataires que tu vas avoir. On pourrait parler de, j'en sais rien, mettons la colocation, par exemple, dans le même genre d'idée, ou même tout simplement des deux pièces. Moi, j'aime bien acheter, mais les biens préférés que je préfère acheter, c'est comment dirais-je, c'est les biens en fin de défiscalisation. C'est pas les Tout à biens, c'est pas les biens type Pinel et compagnie. Non, 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 non. Moi, c'est à la fin, quand ils peuvent plus défiscaliser les mecs, et ben en général, ils les lourdent pour une bouchée de pain. Et là, à ce moment-là, tu peux acheter des biens qui ont 10, 15 ans, tu vas les rafraîchir. Alors certes, tu n'auras pas beaucoup de travaux à faire que tu pourras défiscaliser, mais en revanche, bah, tu te retrouves avec un bien nickel, t'es plus plafonné au niveau des loyers, enfin tu vois, avec les plafonds pour les histoires de défisque, Pinel, machin, tout ça. Et puis bah voilà quoi. Là, il y a des super coups à faire. Il y a des super coups à faire. Surtout qu'il y en a plein qui sortent, parce que moi j'en ai vendu quand j'étais encore agent, et il y en a plein qui sortent, qui arrivent en fin de programme là, certains sont sortis, d'autres qui vont encore arriver. Et en Exact. plus actuellement les taux sont, actuellement l'argent est quasiment presque gratuit, donc si on fait bien les choses, donc c'est Voilà. vraiment intéressant. Alors ça, c'est le tips de la journée hein, pour les auditeurs du podcast. Moi, c'est les biens que je préfère acheter. Voilà. Et la difficulté, parfois, c'est d'arriver à les trouver. Mais ouais, ça j'adore parce que c'est peut-être pas forcément les trucs sur lesquels tu vas faire les plus gros rendements, tu vois. Peut-être certains vont te dire, ah, tu veux faire du gros rendement, bah j'en sais rien, tu vas faire du Airbnb, mais c'est risqué, hein, on l'a vu en ce moment. Ou bien tu vas acheter un immeuble, tu vas leur taper, tu vas faire 6 studios dedans et puis tu vas mettre, bon voilà. Mais tout ça, ça peut potentiellement être prise de tête. Moi, là, les fins de défisque, c'est pas prise de tête. Franchement. Ouais, Donc, c'est pas pour le gros investisseur immobilier qui veut faire acheter 100 biens, qui va acheter quelques-uns bien faits, sans trop de travaux, parce qu'il y en a plein qui sont pas trop travaux, hein. J'ai eu beaucoup de spécialistes de l'immobilier, et eux sont vraiment très travaux, et beaucoup ça leur fait peur d'investir par rapport à ça. Donc bah, ça, c'est pour la personne qui veut pas se prendre la tête, qui est entre les deux, et ça reste toujours rentable. L'important, c'est que ce soit rentable. bah, tu sais, c'est toujours la même chose, c'est ce que je te disais en introduction, ça dépend de ton profil et de ta situation et de ton aversion au risque. Il y a des mecs, je veux dire, regarde, moi j'ai un mec dans mon programme, il est très bricoleur, il est comment dire, professionnel du bâtiment, etc. Et ça lui fait pas peur les travaux, machin, hein, hein. Bon bah voilà, je veux dire, c'est pas déconnant. Peut-être qu'il aille vers un petit immeuble, tu vois, en centre-ville. Enfin, on dit des immeubles, c'est pas des immeubles, en fait, c'est des maisons de ville qui sont divisées en appartements, hein, on va se dire les choses. Appelons un chat un chat. Bon, voilà, et peut-être que pour lui, ça va être vachement plus pertinent.
En revanche, pour quelqu'un d'autre qui a vraiment pas envie de se prendre la tête, les fins de défisque, ça va être sympa. D'autres ont peut-être envie plus d'aller sur les garages pour les avantages que ça propose. Mais les garages, il peut y avoir du turnover. Je veux dire, il n'y a pas d'investissement parfait. Hein. Non, en compte, c'est bien. Là, t'expliques bien qu'il faut bien se connaître et voir, tester, parce que souvent les gens vont dire ah bah l'autre il a réussi comme ça, je vais faire comme lui. Mais comme tu dis, chacun est différent, donc il faut trouver son entre parenthèses son sweet spot, ce qu'on aime bien faire et ce qu'on sait, ce qu'on va pouvoir faire et le faire bien tout simplement. Exactement. Ça peut Avant qu'on parte, qu'on aille sur les intérêts composés, j'ai un truc. Alors je sais pas si on en a parlé, si on en parle souvent. Est-ce que tu trouves qu'actuellement, dans la situation actuellement, sous les jeunes ou même les moins jeunes, parce que moi j'ai pensé à partir de France, j'arrête pas d'en parler. Est-ce que ça rentre dans une idée un peu de frugalisme, d'indépendance financière, de salaire, de garder l'activité en France où on a des bonnes rémunérations et d'aller partir à l'étranger? Est-ce que ça peut rentrer dans cette idée-là aussi? Pour vraiment, on a un salaire, mais on a la chance de pouvoir se déplacer parce qu'on a par exemple les développeurs et partir d'un pays à bas coût. Est-ce que ça rentre dans cette idée-là? Si on l'a fait 3-4 ans, on prend le maximum la marge qui est entre tout ça et on investit. Est-ce que ça peut être une idée intéressante, ça? Oui, ça peut être une idée intéressante, bien entendu. Encore une fois, ça dépend vraiment des profils et des situations de chacun. Ça peut être une idée tout à fait intéressante, effectivement. L'avantage des infopreneurs, c'est que ils peuvent travailler à peu près partout, quoi, tu vois. Donc, enfin, quasiment tous les entrepreneurs en ligne, parce que même moi qui suis sur une activité de podcast, je peux le faire partout. L'activité Amazon, je peux la faire partout. L'affiliation, je peux la faire partout. Donc, c'est plutôt les business en ligne, on va dire. C'est ça qu'on est en physique, c'est un peu compliqué. Mais quasiment tous les business en ligne, on peut le faire. Ouais. On va se dire les choses. Hein, et même le freelancing. On va se dire franchement les choses. C'est mon cas. Je vis en Estonie et je propose des programmes d'accompagnement, machin, etc., avec une clientèle qui est majoritairement française. Je dis majoritairement parce que, on va dire en tout cas majoritairement francophone, parce que j'ai des gens aussi en Suisse et au Canada, et en Belgique. Mais oui, c'est carrément possible. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? J'en sais rien, moi j'ai pas la réponse. Hein. Il y a plein d'avantages. Je pense que tu l'as bien dit. Hein. C'est chacun. Faut voir par rapport à sa situation ce qu'il a envie de faire et par rapport à son âge, par rapport à sa famille. Regarde, je vais te raconter la situation justement d'une autre personne que j'accompagne en fait. Il est en train de quitter son job à Paris et il est propriétaire d'un petit appartement à Asnières. Tu vois, il est pas grand, le studio. C'est pas un studio, c'est un 2 pièces à Asnières. Tu vois, qu'il a acheté il y a 10 ans. Donc, il est content parce que voilà, au niveau ça a bien monté, on va dire, l'immobilier là-bas. Et ce qu'il va faire, c'est que il va le mettre en location, il va le louer en meublé. Et là, il vient d'avoir son deuxième gamin qui est arrivé. Et il se barre, il va partir vivre à Angoulême, voilà, où il vient d'acheter une petite maison. Voilà. Alors je lui avais dit, essaye de louer plutôt que d'acheter à Angoulême. Il a essayé de louer et puis finalement il s'est rendu compte que compte tenu de son profil, etc., il avait un mal de chien à trouver des locations. Alors que finalement, acheter, ça se révélait beaucoup plus facile. Donc, voilà, et ça, il est en train de le faire. En même temps, il a diversifié depuis longtemps son argent et pour le faire travailler à sa place d'une certaine manière. Je l'ai aussi accompagné sur un investissement immobilier qu'il avait fait en région. Et voilà, quoi, tu vois, ça dépend vraiment du profil de chacun. Et pour lui, pour l'instant, il n'est pas question de partir à l'étranger, même si dans le même temps, il quitte son job et il va se lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois. Il produit de la musique en ligne, donc il peut travailler de partout, tu vois. C'est lui qui fait toutes les musiques sur ma chaîne YouTube. Ah ouais, c'est vraiment ça. Et pour lui, pour l'instant, il n'est pas question qu'il aille partir à l'étranger. Pour l'instant. Ouais, j'en ai parlé avec un grand freelancer, quelqu'un qui a fait plus de 80 pays. Je mettrai le lien, j'ai oublié le nom. Son nom, c'est pas grave. Ça m'arrive souvent, malheureusement, désolé. Oui. et donc, il me disait que lui, voilà, pareil, souvent il conseille plutôt aux gens de faire du freelancing et d'aller à l'étranger. Donc quand je parlais de lui, et qu'en France souvent les salaires sont un bon freelanceur gagne entre 3000 et même plus que ça, hein, parce que c'est du chiffre d'affaires. Et quand tu vis avec un pays où tu peux vivre avec un loyer à 200-300 euros, voilà, donc ça c'est possible. Mais tu peux le faire aussi en France, parce qu'en France, si tu as un salaire de cadre dans une boîte parisienne où tu es un peu mieux payé et tu vas en plein milieu du centre de la France, par exemple Limoges ou d'autres alentours où les prix du loyer sont 3 fois moins chers qu'à Paris, indirectement tu gagnes.
voilà, tu fais de la marge d'une façon ou d'une autre. Et donc, après, donc, tu fais des courses, Complètement. en gros. Donc, ça revient la même chose, à part, tu as toujours les taxes, mais tu arrives à... Donc, il y a plein de façons de le faire, comme tu dis, donc il faut juste bien réfléchir, prendre son temps et voir ce qui est intéressant pour soi. Enfin, en fin de compte, c'est intéressant parce que tu es en train de toucher un point crucial dont je parle dans mon bouquin et qui est bien évidemment lié au frugalisme. On en revient sur le premier pilier, c'est ton style de vie. C'est-à-dire que si tu as besoin d'avoir un style de vie qui fait que tu vas que tu vas kiffer la vie parisienne, voilà, j'en sais rien. C'est pas mon truc, moi je préfère la nature et les petits oiseaux, mais pourquoi pas, je peux comprendre qu'on aime la vie parisienne ou la vie new-yorkaise, bon voilà. Bah, t'as intérêt à envoyer derrière, hein, parce que c'est pas Tout à gratos, fait. hein. Mm. C'est pas gratos, voilà. Encore une fois, on en revient, question de choix, question de profil, question de style de vie. Mais si tu te définis et si tu as des gros besoins d'argent, bah, il va falloir les assumer, c'est du bon sens. Tout à fait. Le troisième Ah, pilier, ouais, intérêt composé. je t'en prie, ouais. Donc oui, les intérêts composés. Bon, les intérêts composés, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent savent ce que c'est. Ah non, c'est jamais, il y a toujours des nouveaux, donc je te laisse Ah, expliquer. bon, allez, Ah, allez, toujours. je vais expliquer. Les intérêts composés, allez, on va essayer de le faire très simplement. Je place de l'argent sur un produit d'investissement. On s'en fout de ce que c'est. Disons que ce soit de l'immobilier, disons que ce soit de la bourse, n'importe quoi. Un truc qui va te ramener, mettons, 10% chaque année. Super, t'es content, voilà. Tu gagnes tes 10%. Eh ben, ces 10% que tu vas gagner à la fin de l'année, tu as deux possibilités. Ou bien tu les retires et puis tu vas te faire plaisir. Tu vas peut-être t'acheter un jouet. Ou Tu vas te faire taxer surtout. Ouais, ouais, aussi. Ouais. Bienvenue en France. Bon, laissons les taxes de côté pour l'instant. Laissons Ouais. la fiscalité de côté. Parce que là c'est un domaine, ça mériterait plus d'une émission dédiée à ça. Mais bon, allez, tu vas sortir cet argent. Ou bien tu vas te faire plaisir avec, ou bien tu vas pas te faire plaisir avec, et puis tu vas décider de les mettre de côté. Si tu les mets de côté, tu pourrais aussi décider de les réinvestir, les rajouter à ton investissement initial. Ce qui fait que l'enveloppe globale, elle est plus importante, d'accord? Et l'année 2, eh ben, tu vas avoir un intérêt plus important puisqu'il va être calculé sur l'investissement initial, plus les intérêts de l'année 1. En fait, c'est l'idée de te dire que ton argent, il va faire des petits, et que ces petits, tu vas les réinjecter, et que ça va faire des petits qui vont faire des petits qui vont faire des petits. Et Ouais, ça, pour imaginer, parce que j'aime bien les images, tu mets 100, tu gagnes 10, donc tu gagnes 110, et au lieu de exact, prendre les 110, aller acheter des bonbons, tu prends les 10 et tu les remets dans l'ensemble, dans 110, hein, que tu retravailles les intérêts sur du 110, au lieu de travailler sur 100. exactement. Et ça, ce phénomène-là, il suit une courbe mathématique qui est exponentielle. Si vous avez fait un peu des maths au lycée, les courbes exponentielles, elles montent vachement vite, et la pente de la courbe, elle est de plus en plus droite, elle est de plus en plus verticale. Je voudrais juste revenir un instant sur l'immobilier, parce que je vais oublier avant que j'oublie, sur l'immobilier avec la méthode dont j'ai parlé précédemment, avec les intérêts composés. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'on peut acquérir des biens avec l'argent des autres. Le gros défaut, c'est que c'est un processus qui est extrêmement lent, parce qu'il va falloir faire des crédits immobiliers très longs. Voilà. Maintenant, pour revenir sur les intérêts composés, compte tenu du fait que cette courbe, elle va monter de plus en plus vite, au début, elle va être très lente, eh bien, là aussi, il va falloir commencer le plus tôt possible. Donc, c'est ce qu'on appelle faire travailler ton argent à ta place. Alors maintenant, comment on peut profiter de ça? De quelle manière on peut bénéficier de ça? Eh bien, on peut envisager d'en profiter, pourquoi pas grâce à de la bourse, d'accord? T'investis en bourse, et puis ben, les intérêts, les dividendes dont tu vas bénéficier, bah, tu vas les réinjecter justement pour que ça monte de plus en plus. Ça, c'est une bonne manière. Tu peux en profiter aussi par de l'immobilier papier, ce qu'on appelle de l'immobilier papier, par exemple des SCPI, des sociétés civiles de pays, j'ai oublié le pays, patrimoine immobilier, je crois, je sais plus. Bon, bref. Il y a certaines SCPI qui proposent justement de réinvestir les dividendes que tu vas percevoir chaque année. Je pense par exemple, allez, je vais en donner une qui a un joli succès depuis un an ou deux, Quorum ou Quorum XL. Allez voir, ça vous donnera peut-être des idées. Voilà. Ça, c'est des manières justement de réinjecter automatiquement. Ils proposent par exemple une option, tu réinjectes automatiquement tes gains, et donc du coup, ça augmente de plus en plus vite.
Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire de la SCPI, hein. Il y a plein de manières de bénéficier de ce truc-là. Mais comprendre cette mécanique-là, c'est crucial. C'est vraiment essentiel. Tu vois. Parfait, moi j'aime bien cet esprit-là, surtout que j'aime bien le mettre au général, parce que là on en a parlé un peu aussi de vie, de temps, et que l'intérêt composé, je le mets souvent, je le cale à l'effet cumulé de Darren Hardy, et d'autres qui en ont parlé, et que souvent c'est pas que de la finance, c'est aussi donc du sport, la façon de manger, donc l'effet cumulé de choses que tu manges, du sport que tu fais, des pompes que tu fais, enfin dans l'ensemble, ça te fait voilà, que à l'instant T t'as jamais rien. C'est comme le fumeur qui fume une cigarette sur le moment, il a rien, mais si sur le long terme, lui ça va se dégrader, c'est l'effet cumulé dans l'autre sens. Il faut penser à cet esprit-là, dans le sens positif, donc de bien manger, de bien investir, de bien travailler, enfin tout ça, ça peut, c'est vraiment super important. Donc je mettrais le lien pour ceux qui n'ont jamais écouté ou lu Darren Hardy ou d'autres, hein, parce que c'est pas le seul qui en a parlé. Donc c'est vraiment intéressant. Dernier point, donc excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, mais en fait, ouais, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, simplement, c'est que il y a un gros malentendu, surtout chez les personnes débutantes. Elles pensent qu'il faut de l'argent, qu'il faut du moins, bien sûr il faut de l'argent, mais elles pensent qu'il faut être riche pour investir et que l'investissement c'est réservé à ceux qui ont de l'argent. Et en fait c'est tout le contraire. Les riches, à moins qu'ils aient hérité, mais pour la plupart d'entre eux, ont de l'argent parce qu'ils ont investi. C'est exactement la mécanique inverse. Parce qu'ils ont investi leur temps, que ce soit peut-être tu vas investir ton temps, ton énergie, ton argent dans ton business, dans ton entreprise, ou peut-être directement ton argent dans des produits d'investissement, de l'IMO, de la bourse, de l'entrepreneuriat. C'est de l'investissement, c'est la même chose. Ça n'est que de la finance tout ça. Et voilà quoi. Ça c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, deuxième point essentiel, c'est que si on se définit à l'aune de nos possessions, eh bien ça veut dire que sans cette montre, sans cette bagnole, sans cette villa, tu n'es rien. Et moi je me sentirais humilié d'être apprécié, aimé, admiré pour ce que je possède plutôt que par ce que je fais, par ce que je suis, ouais, c'est ça le truc fondamental. Ça tombe bien, j'ai fait aussi vers un point parce que j'ai pensé à ça pendant que t'en parlais, et ça va lier ce que tu dis et aussi le quatrième point, donc de diversifier ses revenus. J'aime bien parler moi de l'exemple des sportifs et de ceux qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont des compétences. Surtout les sportifs. Hein. Après, il y a même des gens hors ça. Eux, ils ont un salaire. Tout le monde pense qu'ils sont riches, pas. Non, ils ont un salaire, donc parce qu'ils ont une activité, ils ont une expertise. Mais souvent, beaucoup, je crois que c'est 80%, mais je sais pas si c'est en France, aux États-Unis, n'investissent pas. Donc, ils gagnent de l'argent, ils gagnent 1 million, ils en dépensent 1,2 million. Ils pensent que ça va durer. Ils oublient que ça va pas durer, malheureusement. Ils ont la gloire, on va dire. Quand j'oublie le mot, ils sont connus. Et donc, tout gagne pour eux. Tout le monde sont en train de les aduler. Mais malheureusement, à un moment, des fois, ça s'arrête. Très souvent, ça s'arrête. Et ils ont jamais appris à financer. Ils ont laissé leur finance à d'autres personnes. Ils ont rien appris eux-mêmes. Et à un moment ou à un autre, on voit quelqu'un leur a piqué de l'argent, ou ils ont une maison qui coûte trop cher, une maison qui coûte 10 millions, mais pour l'entretenir, c'est 2 millions. Donc voilà, le truc qui est compliqué, qui n'a pas de sens. Et ils n'ont jamais appris à investir, et pourtant ils ont de l'argent. Donc avec ce qu'ils avaient, on donne ça à une personne comme moi ou comme toi ou d'autres personnes qui ont ces connaissances, ils vont multiplier ça. Mais la base, c'est de connaître les rouages et les règles de l'investissement. Si on connaît pas ça, on peut gagner des milliards, on dépense des milliards, on a rien gagné. Donc le but, c'est pas de gagner. C'est bien, il faut gagner beaucoup, mais il faut surtout en garder beaucoup. Et donc souvent, ces gens-là ne savent pas ça, ils savent pas investir. Donc la base, tout le monde peut commencer, comme tu as dit, à apprendre les bases de l'investissement et ensuite monter tout doucement et ensuite à aller très très haut. Donc voilà. Problème d'éducation financière. La formation, il n'y a que ça qui est vrai. La formation, mais pas seulement, parce que si on essaye uniquement de se former par soi-même, certes, mais si on avance seul, eh ben, on a toutes les chances de faire des conneries et de perdre de l'argent. J'ai pas peur de le dire. J'ai appris de mes erreurs, mais alors putain, les erreurs, t'en as certaines qui font mal. Hein. Je te confirme. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors que si tu avais eu la chance d'avoir une personne plus avancée que toi, plus expérimentée que toi, on va pas se la péter à parler de mentorat, mais c'est un petit peu l'idée d'avoir quelqu'un qui est déjà débroussaillé un certain nombre de choses et qui peut t'expliquer simplement, avec des mots que tu peux capter, la mécanique du truc, et ce que tu pourrais faire, essayer de jouer un peu le rôle de sage-femme sur certains de tes projets. Ouais, tu pourrais gagner. Waouh, franchement, moi, j'aurais gagné beaucoup. Comme on dit, le temps c'est de l'argent. Donc, si on peut gagner du temps à éviter de faire des erreurs, et puis, je ne sais pas qui a dit ça, on peut apprendre de ses erreurs, mais le mieux, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Donc voilà, tant qu'à faire, complètement. on va plus vite. Donc parlons donc de diversification de ses revenus. C'est essentiel, en fait, de diversifier. Regarde, je vais te prendre un exemple vécu.
C'était il y a quoi? Il y a 2 ans, ouais. J'étais allé voir un pote qui a un grand jardin avec des pommes. C'était l'été, il avait ramassé des pommes dans le jardin. Je lui dis, ouais, c'est cool, t'as des pommes gratos, quoi. Et il me dit, bah ouais, c'est vrai, il avait des pommes gratos. Chaque année, il avait des pommes gratos qui venaient de ses pommiers. Et on croit comme ça que, ouais, il n'y a rien à faire. Seulement, bah, c'est du boulot d'avoir des pommes gratos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu qu'ils prennent la décision de prendre une graine, de la faire germer, tu vois, d'en prendre soin, et puis D'arroser. de faire un arbuste et de l'arroser, et de le mettre en terre, et de le protéger du gel, et de l'accompagner, et nanani, nanana, jusqu'à ce que ça donne un pommier, un vrai grand pommier adulte qui va donner des pommes. Sauf que le pommier, il va peut-être pas donner des pommes chaque année. Peut-être que l'année ici, il va en donner, puis la deuxième année, il va y avoir, j'en sais rien, une épidémie de bestioles ou de champignons. Donc voilà. Donc, ce que tu peux faire, c'est planter un deuxième arbre. Puis quitte à en planter un deuxième, tu vas peut-être diversifier. Tu vas peut-être pas mettre un pommier, tu vas peut-être mettre un cerisier, tu vois. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. C'est qu'il faut surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est comme un avion qui aurait qu'une seule hélice. Le jour où le moteur il tombe en panne, l'avion il tombe par terre. Alors qu'un avion qui a 2 moteurs, eh bien, je sais pas si tu le sais, mais quand il y a un premier moteur qui tombe en panne, eh bien, le deuxième moteur, il est suffisamment costaud pour que l'avion il puisse rejoindre le deuxième aéroport. Et Oui, je suis au courant. En plus, ça arrive souvent. ouais, ça t'arrive souvent, évidemment. Non, j'ai entendu que ça arrive souvent, mais ça, bah, heureusement, ils vont pas le dire, mais ça arrive souvent, ouais. En fait, c'est ça l'idée fondamentale. C'est que si tu ne dépends que d'une seule source de revenus, t'es mort. Aujourd'hui, t'es mort. Je peux pas le dire plus simplement. Donc alors, bon, ouais, tout ça, c'est bien beau, c'est dit, mais alors dans le dur, comment on fait? Eh ben, j'en sais rien. Prenons par exemple l'exemple de l'immobilier. Plutôt que d'acheter un appartement très beau, très cher, machin, dans lequel tu vas mettre un locataire, achète-en plusieurs ou achète plusieurs box. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais diversifier de cette manière, c'est déjà une bonne manière de se protéger. Puis tu vas peut-être faire une diversification géographique. Tu vas peut-être pas mettre tous tes biens au même endroit, dans la même ville, dans la même rue. Eh ben, dans la classe d'actifs que tu vas envisager, c'est aussi quelque chose qui est important. Tu vas peut-être pas faire que de l'IMO, tu vas peut-être faire de la bourse. Ah ouais, d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on peut peut-être commencer par ouvrir un PEA, un plan épargne en action. C'est intéressant fiscalement en France parce qu'au bout de 5 ans de détention, t'es plus imposé sur le revenu sur les bénéfices, d'accord? Tu vas encore avoir la CSG et le CRDS, ça fait 17,2%, mais néanmoins, bah, déjà, sur tous les gains que tu vas avoir, bon, oui. Alors, comment on fait? Donc, une bonne manière d'investir tout en diversifiant, par exemple, si tu envisages de faire de la bourse, ce serait d'acheter par exemple des ETF. Les ETF, c'est des Exchange Traded Funds. Il s'agit de tracker, d'accord? Ça existe depuis 1993. Et plutôt que d'acheter une action et de bien la choisir, ça demande une expertise particulière, etc. Eh bien, tu pourras envisager d'investir dans un panier, dans un bouquet d'actions, du moins dans un produit d'investissement qui reproduit le comportement d'un indice. Comme par exemple, imaginons le CAC 40, plutôt que d'investir comme ça sur des grandes entreprises françaises, CAC 40, les 40 plus grandes valeurs françaises, eh bien, tu vas investir dans quelque chose qui reproduit le comportement global. Et ça, eh ben, c'est efficace parce que si on réfléchit 2 minutes, on peut très bien se rendre compte que le marché global mondial, il a quand même, quoi qu'on en dise, une certaine croissance, on va dire à peu près 7% par an. Bon, ça dépend des années, mais globalisé, ça revient à peu près à ça. Donc, si tu achètes simplement des ETF World, d'accord, eh bien à ce moment-là, tu reproduis le comportement mondial directement. Il n'y a Voilà. pas besoin d'être un expert automatiquement, donc tu reproduis, comme tu dis, ce que font les meilleurs et tu suis. Et là, tu es bien diversifié parce que tu as plusieurs actions. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu dirais Oui, excuse-moi. Mais ça va même encore plus loin que ça. Comment on investit? De quelle manière on investit? Eh ben, on peut très bien utiliser la méthode DCA, Cost Dollar Averaging. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Benjamin Graham, le mentor de Warren Ah oui, Buffett. ok. Ben oui. C'est un vieux bouquin, c'est l'investisseur intelligent, un truc comme ça, je crois. Évidemment, c'est ça. Et c'est tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, et ben t'investis la même somme d'argent sans te prendre la tête, sans regarder si le marché il est à la hausse ou à la baisse. L'avantage énorme. C'est ce que je fais moi. Et oui, mais c'est l'avantage énorme de ça, c'est que finalement, eh bien, tu vas investir sans te prendre la tête, et puis surtout,
tu seras beaucoup moins sensible aux fluctuations du marché et puis aux variations, quoi, tu vois. Et donc, Surtout que ça devient une habitude et c'est en plus moi de l'argent, enfin c'est pas des grosses sommes, hein, mais voilà, c'est ce que je peux me permettre de perdre. Si je les perds, c'est pas grave. Même si faut pas avoir cet esprit-là parce qu'il faut pour ça gagner. Et puis moi souvent c'est l'action à dividende, mais c'est ma stratégie à moi. Chacun sa stratégie. émotionnellement, c'est vachement plus confortable d'investir comme ça, quoi, tu vois. Il Il y a faut réfléchir. plein d'autres manières de diversifier. Je t'en parlais tout à l'heure, les SCPI. Les SCPI, c'est-à-dire de l'immobilier papier pour la partie immobilière, tu vas investir dans une société qui possède tout un parc immobilier. Voilà, donc tu n'es pas dépendant d'une seule source. Voilà. Tout ça, il y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Toutes ces manières d'investir, tous ces types d'investissements, tous ces actifs, parce que c'est bien la chose qu'il va falloir comprendre, hein, c'est que si tu veux t'enrichir, faut acheter des actifs et puis il faut vendre tes passifs. Hein, voilà. Bah, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Tout est bien. Ça dépend de ton profil, ça dépend de ta situation. Et moi, je pense qu'une bonne manière de diversifier, c'est d'être le plus présent possible sur toutes les. T'en as un qui va mieux marcher qu'un autre une année. T'en as un qui va être plus plombé que cela. Enfin, voilà, c'est ça un peu l'idée qu'il y a derrière ça. Donc on a bien compris les 4 piliers, donc frugaliste, effet de levier, intérêt composé et diversifier ses revenus. Juste avant de finir, 2 choses j'aimerais donc parler rapidement. Donc comment apprendre à gérer son budget perso, créer un budget perso et ce qu'il ne faut jamais acheter. Créer un budget personnel, ça, j'ai envie de te dire, c'est la base. C'est essentiel parce que si tu n'arrives pas à prendre une photo à un instant T de là où tu en es aujourd'hui, au jour le jour, il y a plein de manières de faire ça. Hein. Une manière toute simple que j'explique dans mon bouquin, je commence même par là, tu vois, comment tu te fais ton budget. C'est simple, tu vas peut-être commencer par lister d'un côté toutes tes dépenses et puis de l'autre côté tous tes revenus. Et puis ensuite, essayer de travailler, comment dire, de travailler sur tes dépenses en les classant dans différentes catégories. Celles qui sont incompressibles, celles qui sont indispensables mais éventuellement compressibles et celles qui sont dispensables. Celles qui sont incompressibles. Bon, on va se dire les choses, la plupart du temps, il va s'agir de ton logement, tu vois, d'accord ? Le loyer, c'est le loyer. Incompressible, bah oui, sauf à ce que tu déménages. Bon, d'accord. Ensuite, celles qui sont incontournables, elles aussi, mais sur lesquelles tu peux peut-être tailler. L'alimentation, bon, tailler dans une certaine mesure, hein, mais tu peux faire des économies sur ton alimentation. Par contre, il faut dépenser pour manger. Voilà. Et celles qui sont dispensables, évidemment, tout ce qui est du domaine du loisir, évidemment. Bon, voilà, si on travaille sur ces 3 catégories-là, en travaillant en premier sur celles qui sont dispensables, effectivement, on va réussir à mieux maîtriser son budget. C'est comme ça qu'il faut réussir à faire un budget, c'est comme ça du moins que je le recommande. Après, on peut faire ça à la mano avec une feuille et un crayon, on peut faire ça avec des applications, avec des logiciels dédiés, avec des tableurs Excel. Il y a plein de manières de le faire. Mais ce qui est important, c'est de le faire. Et de tenir un budget, et de tenir des objectifs, et de se payer en premier. 10% minimum de tes revenus dès que tu perçois ton salaire ou ta portion, ton allocation, appelle ça comme tu veux. Dès que tes sous y rentrent, t'en prends tout de suite 10% minimum. Minimum, si tu peux faire mieux, il faut faire mieux et tu les mets de côté et tu les investis. Okay. Voilà. Merci pour ces bonnes infos. Donc dernière question, où est-ce qu'il faut jamais acheter ? Parce que souvent, après c'est personnel, hein, moi j'ai une principale, je conseille souvent qu'il faut jamais acheter la principale, mais bon là c'est différent, c'est un achat en couple on va dire, c'est pas personnel. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'il faudrait jamais acheter ? Non, tu sais, il y a un malentendu. Il y a un malentendu parce que beaucoup de personnes pensent que je dis, ou beaucoup de personnes pensent parfois aussi, qu'il faut pas acheter sa résidence principale. C'est faux. Là, c'était un cas personnel, j'aurais pas dû t'inciter vers ça. Je parle en général. Donc, est-ce qu'il, par exemple, une voiture, il faut en acheter une, il faut en acheter 2. Est-ce qu'il faut acheter 3 paires de chaussures ? Est-ce qu'il y a des choses ou des bijoux ? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses qui, si on est vraiment frigaliste, il n'y a pas de sens de les acheter. Eh ben écoute, je vais te répondre, je vais te donner une réponse de minimaliste, pardon. Il faut jamais acheter ce qui ne te procure ni plaisir, ni satisfaction dans ton quotidien. J'ai pas d'objet en particulier à te dire, il faut pas acheter ci, il faut pas acheter ça. Voilà. Le seul truc qu'il faut pas acheter, c'est ce qui, in fine, te procurera ni plaisir, ni satisfaction, et qui au final va en plus t'encombrer dans ta baraque, dans ton quotidien, dans ta tête, ce qui va te prendre la tête. Il faut pas l'acheter. Facile à dire, mais on peut jamais le deviner à l'avance. En tout cas, la manière avec laquelle il faut surtout pas les acheter, ces passifs-là, puisqu'il s'agit bien évidemment de passifs, il faut surtout pas les acheter à crédit.
Parce que si tu fais des dépenses à crédit, ça veut dire que sur le coût du passif qui lui-même va perdre de sa valeur au fur et à mesure du temps, tu vas rajouter un deuxième coût qui va être celui de la dette. C'est la double peine, quoi, si tu veux. Parfois, on entend certains mecs dire les pauvres s'achètent des passifs à crédit et les riches s'achètent des actifs. Il y a du vrai là-dedans, en fait. Il y a du vrai. J'ai pas d'objet en particulier à te dire, faut surtout pas l'acheter. Encore une fois, le truc qu'il faut pas prendre, c'est ce qui va te prendre la tête, c'est ce qui va t'encombrer, peut-être dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta tête. Ouais. Ok. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié de te dire ou qu'on n'a pas abordé par rapport à ton livre? Qu'il est disponible dès le 10 juin, partout, dans toutes les librairies, qu'il est aux éditions Robert Laffont, que c'est mon bébé, et que j'ai essayé de donner dans ce bouquin, tout ce que j'ai dans les tripes. On va pas se la péter non plus, mais ouais, j'ai essayé vraiment d'y mettre. Je suis passé par là, donc je sais. T'as travaillé, quoi. Sans déconner, c'est vrai, quoi. C'est ton bébé. T'essayes vraiment de tout donner pour faire qu'il soit le mieux possible. Si j'ai une dernière chose à dire, c'est que on croit parfois que il va falloir devenir riche pour être heureux et que tout ira mieux demain. Ça, c'est la définition même de l'expression, hein, la fameuse rat race. Le bonheur, il est là, il est maintenant, il est tout de suite, il est dans ton quotidien, il est tout autour de toi. Ce qu'il faut, c'est arriver à chausser les bonnes lunettes pour le voir et arriver à le capter, à le savourer. Et finalement, c'est ça le plus important. On a parlé d'investissement, on a parlé de vivre en dessous de ses moyens, on a parlé de tout ça. Tout ça, c'est pas des conneries, c'est pas des broutilles, mais c'est des moyens de. C'est des moyens de te mettre en sécurité mentalement, c'est le moyen d'être plus serein, c'est le moyen d'arriver à mieux dormir la nuit. Et quand tu arrives à être plus serein comme ça dans ton quotidien, à mieux dormir la nuit, tu peux arriver à mieux kiffer ta life, j'ai envie de dire, tu vois, à mieux apprécier ton quotidien, parce que c'est dans ce quotidien que tu arriveras à trouver les sources de satisfaction. Voilà. Et si tu n'arrives pas à les trouver dans ton quotidien, tu seras toujours malheureux, parce que tu seras toujours dans une recherche du plus. Et c'est une quête sans fin, quoi, tu sais bien. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, Jérémy, ça c'est ce qu'on appelle un grand finish. Donc, Jérémy... c'est vraiment, je le pense vraiment. J'essaye d'ouvrir le livre sur des approches qui sont plus, de développement personnel, mais en fin de compte, ça a l'air con comme ça, mais je te jure qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout le reste, c'est de la logique, hein. Tout le reste, c'est que des aspects techniques, c'est que des moyens de machin, et tout ça, évidemment, on en parle en détail. J'en parle dans ma chaîne, j'en parle avec les membres de mon programme d'accompagnement, je les aide là-dessus, dans le dur, dans le concret. Mais le plus important, c'est l'état d'esprit avec lequel tu vas aborder les choses. Si tu n'arrives pas à te satisfaire de peu, tu seras toujours malheureux. Ça, je te le garantis. Tout à fait. Jérémy, grand merci. Je mets les liens donc, pour aller prendre le livre, et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Thierry. À bientôt. T'as vu quand même, hein, tu m'avais dit, c'était il y a combien de temps qu'on avait fait la première interview? C'était il y a quoi, un an et demi, ouais. Et tu m'avais dit, ce serait quoi ton rêve, ton kiff, ou je sais pas quoi, et je t'avais dit, ce serait de faire un bouquin. Eh ben voilà. T'as vu En plus, c'est un bel actif. Ça rapporte pas des millions, mais c'est un bel actif. Bah oui, c'est un bel actif. Alors, tu sais, t'en as qui te disent oui, c'est un actif qui va te produire plus de notoriété, plus que des sous-sous. Écoute, j'en sais rien, on verra, je l'ai fait, voilà. C'est comme moi, on l'a fait. Nous le dira, voilà. On verra. On en reparlera à la troisième interview, on verra. Ouais, merci. Déjà plus, Jérémy. Merci, Thierry. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.